Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur. C'est un point de non-retour qui a été atteint avec Israël, touché par l'attaque terroriste du Hamas. 700 morts, plus de 100 prises d'otages. Aujourd'hui, c'est la guerre et le risque d'embrasement. C'est inédit à cette échelle, même en Israël. Depuis la création de l'État d'Israël, l'État hébreu n'avait pas connu une telle attaque d'ordre terroriste, puisqu'il s'agit d'une attaque terroriste, avec sans doute beaucoup d'objectifs, nous l'évoquerons, mais avec un premier objectif qui est de tuer des juifs parce qu'ils sont juifs, des civils, des jeunes étaient là dans le cadre d'une rave party, d'une fête dans le désert, des personnes âgées, des femmes, des enfants, d'enlever aussi, morts ou vivants, des Israéliens pour les ramener dans la bande de Gaza. Et c'est un choc, c'est pour ça que 50 ans après la guerre du Kippour, on parle d'un 11 septembre israélien, on évoque aussi le Bataclan, bien évidemment, parce qu'on s'est attaqué à un mode de vie, à une fête, à des jeunes insouciants qui ont été fauchés par les tirs des terroristes. Bon, donc oui, c'est un choc dont on ne mesure pas encore à ce stade l'ampleur dans la société israélienne et puis au niveau géopolitique. Oui, c'est une guerre, a dit Benyamin Netanyahou, qui a été déclarée à Israël. Déclarée par qui? Une organisation terroriste, le Hamas, le Hezbollah libanais, soutenu par l'Iran. C'est un risque d'embrasement? C'est ça qu'il faut essayer de contenir. Ça va être le rôle de la diplomatie dans les prochains jours. Mais oui, c'est une guerre que livre une organisation terroriste, le Hamas, islamiste, très proche des frères musulmans, soutenu par l'Iran et ses alliés, à commencer par le Hezbollah. Sans doute l'opération, je suis prudent, mais enfin, toutes les informations qui nous proviennent semblent le démontrer, soutenue et préparée par l'Iran et le Hezbollah depuis déjà plusieurs mois, parce que pour mener une opération de cette ampleur, en essayant de saturer le système de protection israélien en lançant des milliers de drones, en trouvant des brèches à la frontière, extrêmement protégées pour entrer, par air, à travers des ULM, nous l'avons vu, par mer. Il faut une préparation, évidemment, d'une très grande ampleur, et avec un objectif. Il ne faut jamais oublier que l'objectif politique et même religieux du Hamas, c'est la liquidation, c'est la disparition de l'État d'Israël. Vous diriez, comme certains, par exemple comme Gilles Kepel ce matin, spécialiste de ces questions, qu'il s'agit d'une question de civilisation, qu'au fond, la France est touchée aussi par ce qui se passe directement. Et j'ajoute à cette question, que doit faire la France aujourd'hui? Oui, moi j'ai déjà utilisé hier sur d'autres antennes que la vôtre l'idée que c'était en effet un enjeu de civilisation. Pourquoi? Évidemment, moi je ne veux pas caricaturer le monde en noir et blanc entre les méchants et les gentils. Vous le savez, vous le traitez souvent ici sur ce plateau, c'est bien plus complexe. Mais enfin, oui, si nous soutenons Israël, c'est pas au nom uniquement d'une mémoire des raisons des fondations de l'État d'Israël, qui puise ses racines évidemment dans ce qui s'est passé en Europe et avec le massacre des Juifs sur notre continent. Non, c'est parce qu'Israël est la seule démocratie de cette région, c'est parce que nous sommes alliés, et ce que le Hamas attaque, comme hier ou aujourd'hui Daesh ou Al-Qaïda, c'est notre civilisation, c'est notre culture démocratique, c'est notre mode de vie. Le Hamas a chassé l'autorité palestinienne de Gaza il y a déjà près de 20 ans, exerce une terreur à travers les exécutions dans la bande de Gaza, a relégué le rôle des femmes, poursuit les homosexuels, exécute les opposants. C'est une organisation terroriste qui exerce d'abord sa terreur à l'égard de la population civile de Gaza, palestiniens que d'ailleurs ils prennent eux-mêmes d'une certaine manière en otage à travers des boucliers humains. Mais oui, c'est une confrontation. Puis quand vous regardez au fond qui soutient au niveau international le Hamas, qui ne dit rien. Au fond, ce sont les mêmes qu'on retrouve, par exemple, soutenant la Russie dans le conflit ukrainien. Donc, c'est cette confrontation entre une certaine conception de la civilisation et de la démocratie et ceux qui s'attaquent précisément à cette conception de la démocratie. Donc oui, et pour les Français, j'évoque même pas les menaces sur les Français juifs, mais pour les Français, nous qui avons connu le terrorisme
en 2015, en 2016 et bien après avec l'assassinat de Samuel Paty ou les actions permanentes, beaucoup d'attentats qui ont été par ailleurs déjoués sur notre sol au cours de ces dernières années. Oui, c'est une répétition. À l'époque déjà, je faisais partie de ceux qui disaient mais regardez ce qui se passe en Israël. Ils connaissent eux aussi, dans un autre contexte, dans un autre environnement géographique, mais ils connaissent aussi le terrorisme. Et ce terrorisme, nous l'avons connu, ils le connaissent, évidemment, avec une ampleur qui amène à ce qu'on parle de guerre. Mais rappelez-vous, ça m'avait été reproché parfois, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'avais moi aussi évoqué la guerre que nous livre le terrorisme. Oui, mais vous diriez qu'il y a une menace aujourd'hui pour les Juifs de France ? Gérald Darmanin, votre successeur Place Beauvau, aujourd'hui rencontre cet après-midi des représentants de la communauté juive. Les lieux de culte ont été placés sous surveillance particulière, bien qu'il n'y ait pas de menace, dit-on officiellement. Mais il peut y avoir ce genre de choses en France, un peu l'externationalisation de ce conflit. Mais parfois nous vivons, et c'est étrange d'ailleurs, avec une forme d'insouciance alors qu'il y a la guerre en Europe, et que la menace terroriste, en France et dans les pays voisins est toujours permanente, que des actes terroristes sont déjoués, que des attaques au couteau, au pistolet ou à travers une voiture existent, nous le savons, dans notre pays. Et puis il y a évidemment cette menace liée à l'antisémitisme, à la haine d'Israël et des Juifs, qui est la matrice idéologique, la raison d'être même de l'islam politique, des mouvements islamistes. Donc il y a cette menace. Nous voyons, même si ça reste des phénomènes minoritaires, mais tout de même, dans les universités américaines, à Londres ce week-end, une dizaine d'actes antisémites ou de menaces recensées ces dernières heures par le ministère de l'Intérieur français. Oui, il y a un risque. Donc la première décision d'ailleurs, elle ne trompe personne, elle est justifiée, du ministre de l'Intérieur, c'est de protéger les lieux de culte, les centres culturels, les écoles juives. Oui. Et il y a une polémique politique, cette fois en France, autour de la réaction de la France insoumise, autour de Jean-Luc Mélenchon, d'autres personnalités, députés représentant ce parti, qui, dans des communiqués, n'ont pas condamné l'attaque terroriste. D'ailleurs, ne parlent pas d'ailleurs de terrorisme, mais au fond, renvoient dos à dos le Hamas et Israël, en disant au fond qu'Israël est responsable quelque part par la colonisation de ce qui lui arrive aujourd'hui. Vous diriez c'est une forme de négation ou de complicité avec le terrorisme ? C'est d'une très grave irresponsabilité sur le plan politique, parce que c'est un parti qui a eu beaucoup d'électeurs lors des derniers scrutins, qui a un groupe important à l'Assemblée nationale, qu'on écoute forcément d'une manière ou d'une autre, mais qui rejoint d'ailleurs les prises de position une partie de la gauche et de l'extrême gauche espagnole, britannique ou américaine. C'est d'une très grave irresponsabilité, parce que comment on peut ne pas condamner nettement, clairement, un acte terroriste qui s'attaque à des civils, qui exécute des gens sans défense. On a beaucoup évoqué le parallèle avec la guerre du Kippour il y a 50 ans, jour pour jour. Mais la guerre du Kippour sont des armées égyptiennes et syriennes qui attaquent Israël. L'armée égyptienne rentre, on ne va pas faire de l'histoire là, et dans le Sinaï, à l'époque occupé par Israël. Donc c'est très différent, là, c'est un acte terroriste. Donc ne pas condamner, c'est insupportable. Je ne suis pas étonné. J'étais celui qui a inventé la formule des gauches irréconciliables, oui. Parce que je considérais que nous n'avons rien à faire avec Jean-Luc Mélenchon et ses amis. Ce sont les islamo-gauchistes aujourd'hui, oui, c'est ce que, ou voire même plus, ce sont des gens qui sont antisémites. Taguieff, moi, d'autres ont évoqué, puisque toute une partie de la gauche, depuis maintenant plus de 20 ans, notamment à partir de la deuxième intifada en 2000-2001, au moment du 11 septembre 2001, considère que les agissements du monde arabo-musulman, c'est vrai pour les Palestiniens, c'est vrai aussi pour ceux qui ont commis les attentats contre Charlie Hebdo. Rappelez-vous déjà de la polémique, je ne suis pas Charlie, d'une certaine manière. On peut comprendre que certains aient pu agir parce que les caricatures de Charlie Hebdo, ou publiées par Charlie Hebdo, étaient insupportables. Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à excuser. Et cette gauche-là, si c'est une gauche, en tout cas, LFI, Jean-Luc Mélenchon et ses amis, à travers, au fond, le soutien implicite, la compréhension de l'action du Hamas, joue avec le feu et porte l'antisionisme qui est tout simplement la volonté de détruire Israël. Il y a des gens qui disent « je ne suis pas antisémite ».
mais je suis antisioniste. L'antisionisme, Les c'est deux, la négation aujourd'hui, vous de dites l'État les d'Israël. deux. Évidemment, l'antisionisme est tout simplement le paravent de l'antisémitisme. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut un cordon sanitaire, il faut isoler cette organisation qui est à tout point de vue dangereuse, dont on a déjà dénoncé les discours contre la police ou de soutien aux émeutiers de la fin du mois de juin, début juillet dans notre pays, et que la gauche, moi je suis plus au Parti Socialiste déjà depuis plusieurs années, et pour cause, la gauche social-démocrate, tout ce qui en reste, devrait dénoncer. Elle n'aurait pas dû rentrer dans ces accords dans le cadre de ce qu'on appelle la NUPES. Oui. La NUPES, j'ai toujours du mal à en parler, compris surtout ce soir, parce qu'au fond, face au drame, aux conséquences géopolitiques depuis samedi de cette opération terroriste, revenir au débat franco-français, Oui. on a l'impression d'abaisser le débat, mais là vous avez raison à travers votre questionnement, c'est que c'est dangereux, que cela peut avoir des conséquences dans notre pays, et que c'est une très grave irresponsabilité, ce plan politique et moral. Oui, mais ça peut aller plus loin. Il y a notamment Philippe Poutou, nouveau parti anticapitaliste, qui a fait un tweet carrément pratiquement de soutien aux actions terroristes du Hamas. Et il y a certains qui disent peut-être révolution permanente ou d'autres partis ou groupuscules de cette sorte, voire même certains députés, peut-être élus de la France insoumise, pourraient être poursuivis en justice pour apologie du terrorisme. Déjà, il faut mener le combat politique sur l'explication de ce qui se passe, sur ce qu'est le Hamas, dénoncer cet antisionisme synonyme d'antisémitisme. Mais vous savez, je ne suis pas étonné. C'est mon combat, ça m'a coûté cher d'ailleurs, peut-être y compris dans mon parcours politique, mais je l'assume et je le revendique. En 2014, il y avait une très grande manifestation à Paris de soutien, non pas aux Palestiniens, mais au Hamas, suite à une intervention israélienne à Gaza qui répondait à des tirs de roquettes qui avaient fait des morts parmi les civils israéliens. Et cette manifestation assez nombreuse à Paris, avec des cris de mort aux Juifs qu'on n'avait pas entendu depuis la libération dans notre pays, qui allait de l'extrême droite de Soral et Dieudonné, en passant par le NPA, déjà par ce qui était la LFI, les islamistes. On a eu une participation, un soutien d'ailleurs de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis à des manifestations contre l'islamophobie, avec des slogans antisémites, une sénatrice verte qui portait l'étoile de David pour dire, voilà, les musulmans sont les nouveaux juifs de notre pays. Tout ça a créé une ambiance. Et après, on s'étonne que l'antisémitisme monte dans notre pays, parmi la jeunesse musulmane ou dans les universités. Il y a donc tout cet arrière-fond. Et pourquoi cette gauche-là, dans notre pays ou ailleurs, agit ainsi? Parce qu'elle pense qu'il y a un marché électoral dans les enfants de l'immigration, parmi les Français de culture musulmane, d'ailleurs les prenant en otage, les englobant dans un seul ensemble, ce qui est tout à fait insupportable. Et donc ce marché électoral est insupportable, mais surtout les conséquences dans une société déjà fracturée et violente comme la nôtre, peuvent être tout à fait dangereuses pour nos propres équilibres démocratiques. Jean-Luc Mélenchon, à la dernière présidentielle, a bénéficié, dit-on, de 60% des votes musulmans en sa faveur. Oui, c'est pour cela qu'il mène cette stratégie aussi bien dans les prises de position au moment des émeutes et des violences de cet été dans nos quartiers, qu'à cette occasion-là, c'est voulu. Ce n'est pas uniquement une lubie. Moi, je suis étonné que certains socialistes ou commentateurs s'étonnent et disent il faut rompre peut-être avec la NUPES. Jérôme Guedj, par exemple. Mais il ne fallait pas passer cet accord. Parce que ce qui sépare, je crois, à la fois les républicains, mais ce qu'on pourrait appeler la gauche républicaine ou social-démocrate, peu importe les mots pour me faire comprendre, c'est précisément avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ses positions sur l'avenir de la France, sur la Russie, aujourd'hui sur le Proche et Moyen-Orient. Donc, qu'y a-t-il de nouveau? Pourquoi s'être embarqué dans cette alliance, tout ça pour des sièges de députés? Mais c'est grave dans le contexte actuel, dans un monde dangereux, instable, avec les risques de violence, d'antisémitisme que vous évoquiez. Évidemment, prendre ces positions, c'est enflammer un peu plus notre pays qui déjà souffre, je le répète, de ces fractures. Et au plan international, les États-Unis fournissent un soutien militaire important. L'Union européenne a suspendu son aide au développement pour les Palestiniens. La France, que peut faire la France
Il y a actuellement un gouvernement Netanyahou qui est mis en cause aussi par sa propre opposition en Israël, qui peut-être porte une responsabilité de défaillance des services de renseignement dans ce qui est arrivé aujourd'hui. Il y a une fragilité finalement, aujourd'hui très importante. Que peut faire la France ? D'abord, le sentiment en Israël d'une forme de vulnérabilité. Le choc est considérable et je le répète, nous n'avons pas encore vu les conséquences. La société israélienne manifeste depuis des mois, tous les samedis, son opposition à la réforme de la justice de Benjamin Netanyahou, qui est à la tête d'un gouvernement. J'espère qu'il laissera la place à un gouvernement d'unité nationale dans ces circonstances. Enfin, c'est à eux de le décider, mais qui a sa responsabilité, parce qu'en concentrant toutes les forces de sécurité du côté de la Cisjordanie par rapport aux agissements des colons et aussi aux révoltes de groupes palestiniens en Cisjordanie. On a dégarni sans doute, moi je ne suis pas spécialiste du terrain là-bas, mais on a sans doute dégarni la protection sur Gaza. Mais la société israélienne est puissante, elle est forte, elle est démocratique. La presse, le Parlement, les anciens militaires vont réclamer un certain nombre de comptes. Mais ça, c'est aux Israéliens de décider. Nous, c'est ce qu'a fait le président Macron, nous devons marquer un soutien total à Israël, au nom même de cette idée que nous avons de la civilisation. Nous devons faire corps avec eux face à cette attaque terroriste. L'Europe a son rôle à jouer. Il faut évidemment s'interroger, il est temps, à la fois sur les circuits de financement à l'autorité palestinienne ou Hamas, qui à Gaza ont incontestablement nourri ces actes terroristes. Et puis, il faut agir d'un point de vue diplomatique, si cela est encore possible, pour empêcher que cela n'embrase la région et rappeler la responsabilité de l'Iran. On verra ce qui se passe notamment au Liban, sur la frontière nord d'Israël, si le Hezbollah a décidé ou non, c'est-à-dire l'Iran a décidé ou non d'aller plus loin pour fragiliser Israël. Mais moi, j'ai la conviction qu'Israël, avec notre soutien, a la capacité de résister, de faire face à cette crise. Mais encore une fois, les conséquences sur la société israélienne que je connais bien seront lourdes. Et tout cela est fait aussi du point de vue du Hamas, il faut toujours le rappeler, pour affaiblir encore davantage une autorité palestinienne qui est déjà discréditée par son inaction et par la corruption. Oui, et puis éliminer la possibilité peut-être d'accords de paix entre Israël et l'Arabie Saoudite, ça, c'était sans qui doute aujourd'hui sont remis en question. Vous vous rendez compte, ces accords d'Abraham ont permis l'accord entre Israël, le Maroc, les Émirats, et on attendait beaucoup, et on attend encore beaucoup, parce que je pense qu'à long terme, c'est ce qui va se passer, des accords avec l'Arabie Saoudite. Mais l'Iran, comme le Hamas, ne peuvent pas supporter un accord avec l'Arabie Saoudite, grand pays sunnite, et qui accueille les lieux saints de l'islam. L'opération du Hamas, c'est une opération qu'ils appellent Al-Quds, c'est-à-dire Jérusalem. Et on voit bien que c'est pour unir à la fois tous les musulmans, mais surtout tout le fondamentalisme islamique autour de cette idée de défense de Jérusalem. Mais donc il faut être fort pour résister à cette pression et espérer que les uns et les autres feront preuve de responsabilité. Mais on voit bien les prises de position de la Russie, la neutralité ou l'équidistance de la Chine. Donc on est dans un monde, oui, dangereux. Et l'Europe, de ce point de vue-là, a un rôle à jouer et à sortir peut-être du discours traditionnel sur le Proche-Orient pour bien comprendre que ce qui se joue là aussi au Proche-Orient, c'est notre avenir. Oui, et peut-être au-delà, selon le discours peut-être aussi qui vient de la droite républicaine, voire même de l'extrême droite, agir sur l'immigration en France. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, il faut faire quelque chose, c'est ce que fait ou essaye de faire Gérald Darmanin, et au fond, vous dites c'est aussi quelque chose qui accompagne ce désir de fermeture des frontières? Le lien entre tous ces sujets, évidemment, n'est pas évident. Moi, je suis profondément européen. Je pense que notre avenir se joue non seulement au Proche-Orient, mais se joue évidemment en Ukraine. On voit bien que d'ailleurs peut-être on cherche à ouvrir d'autres fronts pour empêcher un soutien encore plus massif à nos amis ukrainiens. Mais il faut aussi que l'Europe se protège. Et face aux grands soubresauts du monde, nos frontières sud, avec la Méditerranée, doivent être protégées. Donc évidemment, il faut maîtriser cette immigration. Et de ce point de vue-là, les avancées du sommet de Grenade, du dernier Conseil informel européen, vont, me semble-t-il, dans le bon sens. Mais la France elle-même
doit être capable de dire non à l'immigration clandestine, de réformer l'asile au niveau européen, de réformer aussi le regroupement familial, de dire de quel type d'immigration nous avons besoin. Et surtout, nous avons un défi majeur qui est celui de l'intégration, de l'assimilation dans notre pays. Mais ça, et de la laïcité, parce que là, la défense de la laïcité. Ce sujet-là, on a vu encore vous avez raison, récemment avec la Baïa. Peut-être que nos téléspectateurs diront, mais où est-ce qu'on va là, dans notre discussion, dans notre conversation? Mais au fond, on retrouve les mêmes thèmes, c'est-à-dire une certaine conception de l'universalisme, du rôle de la femme dans notre société, de la séparation des religions et de l'État, de la neutralité de l'école. Et dans des sociétés où nous sommes questionnés par l'islamisme, par l'islam politique, il faut être ferme. Ça, moi, je me suis réjoui de la position qui a été prise sur l'interdiction de la baya et sur le rappel de la loi de 2004 que j'ai votée. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'en général, on trouve toujours les mêmes qui sont contre ces décisions. On a même toujours du soutien, c'est ce que vous avez rappelé en évoquant le terme d'islamo-gauchisme que j'ai déjà utilisé, comme d'autres, pour dénoncer une partie de cette gauche qui joue toujours avec le feu. Donc au fond, c'est les mêmes sujets. C'est le même esprit de civilisation que nous devons défendre sur tous ces sujets. Oui, il y a une immense émotion après ces morts israéliens. La riposte d'Israël, chacun l'attend, très dure. Il y aura aussi des victimes civiles palestiniennes, innocentes. Il faut pleurer les morts des deux côtés. Mais la guerre est toujours terrible. Mais il faut faire attention surtout à l'équidistance. À tout comparer. Il y a une attaque terroriste dont on ne mesure pas encore totalement l'ampleur en termes de victimes. Nous avons tous vu, vous les diffusez, les témoignages, sentiments d'abandon, l'horreur vécue, ces dizaines d'otages sans doute qui ont été amenés à Gaza, des exécutions de jeunes, de personnes âgées, d'enfants. Bon, donc c'est tout cela qui est en cours. Et Israël a le droit de se défendre, a le devoir de défendre, de frapper évidemment les sites stratégiques du Hamas et de sa branche armée, mais le Hamas cherche aussi évidemment les victimes. Donc il va falloir être, au-delà de l'émotion, extrêmement rigoureux, parce que je vois très bien que dans quelques heures, dans quelques jours, on va mettre en avant les victimes palestiniennes pour accuser Israël et pour nourrir le discours qui est celui de l'EFI, mais qu'on retrouve évidemment sur les chaînes arabes ou que vont évoquer un certain nombre d'États qui soutiennent aujourd'hui d'une manière ou d'une autre l'action du Hamas. Donc pour ce qui concerne notre pays, il va falloir être très rigoureux, dénoncer ces mises en scène, ces complicités politiques et médiatiques. Donc il va falloir être extrêmement, extrêmement fort. Mais il est évident qu'Israël a non seulement le droit de se défendre, mais a le devoir d'essayer d'éradiquer tout l'appareil militaire, entre guillemets, tout l'appareil sophistiqué, hein, parce qu'il y a du software, on a utilisé des ULM, des drones, de la technologie pour éliminer tout cet appareil. C'est la demande. Israël a le sentiment d'avoir une faille sécuritaire, les Israéliens de ne pas avoir été protégés. Le rôle du sionisme en Israël, c'est de protéger les Juifs. Il y a un sentiment de non-protection. C'est pour ça que c'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de l'État hébreu depuis sa création. Donc Israël a le droit de se défendre et de détruire le Hamas qui a juré la destruction d'Israël. Donc c'est pour ça que c'est un conflit. On n'est pas dans un monde de bisounours, on est dans un monde difficile, terrible. Et ce sont évidemment les victimes civiles, toujours, qui sont les premières à payer ce type de conflit. Merci beaucoup. Manuel Valls, ancien Premier ministre. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci à vous.